Let's go. Bonjour, je suis Florian des éditions du Typhon, je vous remercie d'être ici. Je vais vous présenter notre titre de la rentrée qui s'appelle L'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. Glenn James Brown, c'est un auteur contemporain anglais. Nous avons publié son premier roman en 2023 qui s'appelait Hironopolis, qui était l'histoire d'une cité industrielle. Ce roman d'ailleurs paraît en poche chez Point fin août 2025. Hironopolis se passait au XXe siècle, l'histoire de Mother Naked se passe au Moyen-Âge, on peut se dire tiens, ce sont deux livres très différents. Ils le sont, néanmoins les deux sont habités par la même rage face aux injustices sociales. L'histoire de Mother Naked se passe donc au Moyen-Âge, nous met dans la peau d'un ménestrel, Mother Naked. Mother Naked arrive dans un château, un jour de fête, par une nuit d'orage, et va divertir une cour de puissants, composée de marchands, composée de nobles, composée de membres du clergé. Il les divertit parce que c'est un conteur hors pair, il les divertit en racontant des histoires de ce village, des histoires de rivalité, des histoires d'injustice. Mais si les marchands, si les nobles, si les membres du clergé restent, c'est parce que, en fait, Mother Naked promet également de dévoiler un mystère. Il y a quelques dizaines d'années, il y a eu une série de meurtres, il y a eu une mauvaise récolte, et tout ça a été attribué à un spectre. Et Mother Naked connaîtrait l'histoire de ce spectre. Chez Glenn James Brown, sa grande force, c'est en fait de tisser plusieurs fils narratifs pour raconter l'histoire d'une vengeance, en mêlant roman social, roman fantastique, roman noir, en mêlant tous ces genres-là. Pour Glenn James Brown, la fiction, ce n'est pas simplement fuir le réel. Pour Glenn James Brown, la fiction permet à la fois de suspendre la main des bourreaux, et puis nous fournir de la force, des armes, pour affronter les pires difficultés du réel. Et c'est en ça où l'histoire de Mother Naked charme, captive et également galvanise. Qui tombe des étoiles, roman de Julien d'Abrigeon. Une phrase peut résumer ce livre. Des gens tombent. Ils tombent par dizaines, par centaines. L'auteur parle d'un livre averse, d'un roman Tetris. C'est-à-dire d'un roman qui agence les destins de femmes et d'hommes qui tombent, mais qui, d'abord, ont voulu échapper aux lois de la physique et à ce qui nous contraint tous pour s'élever, aller plus haut, atteindre le firmament. Les personnages sont astronautes, sauteurs à la perche, peintres, alpinistes, poètes latins, entrepreneuses, oligarques russes ou trapézistes. Le roman les raconte non pas en faisant se succéder leurs histoires, mais en les entrelaçant dans un vaste tissage rapide et continu. Il y a la championne de parapente, Eva Wisniewska, aspirée dans un cumulonimbus qui l'expulsera à 10 000 mètres d'altitude, inconsciente et recouverte de glace. Il y a le pilote d'essai Trompe-la-Mort et premier as de la Grande Guerre, Adolphe Pégou. Il y a Jean S. Barès, ancien éleveur de bétail, millionnaire, qui entreprend de réformer l'orthographe avant de finir en prison pour meurtre. Il y a le peintre Nicolas de Staël qui dévoile la face sombre de ses relations avec les femmes. Et il y a surtout, c'est le fil conducteur du roman, Christa McAuliffe, prof de lycée féministe, mère de 2 enfants, choisie par la NASA parmi 11 000 candidatures pour être la première citoyenne ordinaire à aller dans l'espace. Le 28 janvier 1986, elle monte à bord de la navette Challenger. La navette décolle pour exploser presque aussitôt, 73 secondes plus tard, sous les yeux de sa famille, de ses élèves et du monde entier. Cette explosion en direct, qui a marqué toute une génération, ancre le roman dans ce rapport à l'histoire qui est aujourd'hui le nôtre, médiatisé, saturé d'images, consommé en temps réel. Ces images, le roman les interroge et s'emploie à restituer leur contexte et leur sens, à en révéler les dessous. D'Abrigeon a nourri son livre d'une ample matière documentaire qu'il met en valeur par un travail de montage qui donne au roman sa forme et son rythme.
À sa manière, Qui tombe des étoiles appartient à la littérature du réel. C'est un roman sans fiction qui fait se télescoper les histoires et les mondes et qui dessine au final une image collective inédite du siècle précédent et du premier quart de ce siècle. Les oiseaux sous la glace de Cache Cabrilla, c'est un coming of age aux accents fantastiques, un suspense et une satire sur les passions de l'adolescence, la perte des illusions, le destin et la folie. L'histoire commence à Vienne dans les années 90, dans un lycée privé catholique. C'est là qu'est née l'amitié d'Igor, Rasputin, Jess et Sacha. Ils passent la nuit dehors à explorer la ville, font du skate, fument des cigarettes, sèchent les cours, lisent des poèmes et refont le monde. La force de leur lien les exalte. Ils se sentent exceptionnels et tout-puissants. Dans ce livre, tout le monde est queer et c'est accepté, complètement normalisé. Et ça fait du bien de lire une œuvre qui représente des personnes queer, mais ne se concentre pas sur leur oppression. Une nuit d'hiver, les 4 amis sont témoins d'une horrible agression commise par la police et sont placés devant un dilemme. Ne rien faire et être complices, ou exercer la justice eux-mêmes. Leur choix aura de terribles conséquences. 20 ans plus tard, on retrouve Iga, Jess et Sacha aux confins de la Pologne, toujours amis. Sacha, qui est aussi le narrateur, s'occupe d'un camping. Iga et Jess vivent ensemble au village avec leur petit garçon. À la saison morte, un visiteur se présente au camping pour louer un chalet et Sacha comprend qu'il connaît son secret et qu'il est venu pour se venger. Il cohabite quand même avec l'étranger, attendant son heure, et nous donne au compte-gouttes sa version des faits et ses raisons. On sait qu'il y a eu un incendie, qu'un immeuble a brûlé, qu'une femme est morte par sa faute. Ses justifications, sa logique, sont à glacer le sang. Mais il a la conscience tranquille. Et nous, on n'aura le fin mot de l'histoire qu'à la toute dernière page. En fin de compte, Les oiseaux sous la glace opposent 2 visions de la vie. L'idéalisme d'une jeunesse convaincue que l'amour et les poèmes peuvent changer le monde, et la lucidité malade d'un homme ayant appris à la dure que le passé ne se répare pas. C'est un roman cruel et tendre, lyrique et pince sans rire, qui nous rappelle que malgré nos meilleures intentions, c'est facile de devenir tout ce qu'on déteste. Une femme, Elisabeth Witz, fait la vaisselle par un soir d'été orageux. Elle est lasse de tout. Son existence lui paraît un décor, quelque chose d'artificiel et fou. Son mari, Éric Richard, est tapé par un match de foot dans le salon. Leurs 3 filles sont à l'étage, chacune isolée dans leur chambre. L'existence d'Elisabeth est trop pleine de matérialité et trop vide de désir. Quelque chose en elle s'est défait de ce qui est nécessaire pour être au monde. Ainsi s'ouvre Rêve d'une pomme acide, récit où se donne peu à peu le portrait d'une famille. La narration omnisciente qui ouvre le roman cède vite la place à une narratrice principale, l'aînée des 3 filles, qui, par son regard d'enfant puis d'adulte, révèle les liens entre la famille de son père et celle de sa mère, que tout semble opposé a priori dans leur fonctionnement. Survient au milieu du récit un événement brutal, incommensurable, qui en constitue l'axe principal. Un acte aussi impossible qu'inépuisable, le réel autour duquel la narration gravite, le suicide d'Elisabeth. La cosmogonie familiale apparaît dès lors tel un puzzle par 2 fresques articulées l'une à l'autre. La première est celle des femmes, qui pleurent, qui ont toujours pleuré et qui sont accros aux médicaments. La seconde, celle des hommes, dont l'esprit est gouverné par l'argent, les chiffres, ce qui est comptabilisable sous une forme ou une autre. Rêve d'une pomme acide est un récit dense, foisonnant, aussi cruel que caustique, et au cœur de ce que la famille, en tant qu'institution, peut produire de délétère. C'est un roman qui dissèque comment la distribution des affects assigne chacune et chacun à des rôles. Le titre du roman vient d'une expression adressée le soir aux enfants avant qu'ils aillent se coucher. Dors bien et rêve d'une pomme acide. Expression qui varie et devient parfois dors bien et rêve d'une pomme sucrée, ce qui ne laisse pas du tout entendre la même chose. Cette ambivalence restitue ce qui circule de façon prégnante dans la famille. Roman construit autour de la musique rock, souvent perçue comme rebelle et anticonformiste, Rockstar est un hommage au rock, à son esprit de révolte, comme aussi à ses limites et contradictions. Sur le plan formel,
Rockstar évoque un album de rock, chaque chapitre incarnant une chanson d'une discographie pour dessiner une sorte de best-of dans le cours duquel les diverses destinées d'une quinzaine de personnages principaux s'entremêlent. Le livre, dans sa matérialité, a été pensé comme un CD depuis ses premières et quatrièmes de couverture jusqu'à la présence de titres fantômes. Le récit trouve son point de départ dans la disparition soudaine de Justin Ash, iconique star dont les apparitions médiatiques étaient extrêmement rares. Aussi, quand on annonce son grand retour sur scène, c'est l'effervescence et la folie parmi les fans. Mais l'euphorie est de courte durée, puisque le jour même de son premier concert, Justin Ash disparaît. Cette disparition agit comme un catalyseur de récits connexes, tous plus ou moins directement liés à la star. Le roman sonde ainsi les implications et répercussions de cette disparition dans le quotidien d'une ville anonyme. De chapitre en chapitre, la tonalité du roman devient de plus en plus débridée et ouvertement orientée vers le comique et le fantasque, en revisitant toute l'imagerie associée à la musique et la culture rock. Sexe et drogue d'un côté, versant satanique de l'autre, tout en offrant une réflexion sur la célébrité et le culte de la personnalité qui lui est associé. L'humour, le détournement et l'autoparodie font office de résistance. C'est aussi une réflexion sur la façon dont la société ultracapitaliste pousse les uns et les autres à l'ambition, à vouloir se faire un nom, sortir du lot, cultiver l'image de la réussite et de l'exception, dans un monde qui, fondamentalement, repose pourtant entièrement sur la masse et le conformisme de bonne loi. C'est cette contradiction logée au cœur du rock et du succès, l'esprit rebelle devenu vache à lait, l'artiste devenu marque, que le roman interroge et pervertit. It's only rock and roll, but you will like it. Bonjour à tous, je suis Juliette Piquet des éditions Piquet et je vais vous présenter notre rentrée littéraire. En août, on part en Corée et c'est place à la fantaisie avec le tome 2 du Grand Magasin des Rêves qui sera accompagné d'une remise en vente du tome 1. Le Grand Magasin des Rêves, c'est un roman phénomène en Corée avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Dans le tome 1, on suivait les aventures de Penny dans le Grand Magasin des Rêves, une sorte de bon marché onirique où les rêves se vendent comme des marchandises à des clients assoupis en quête d'expériences fabuleuses, immersives et de sens à leur vie et qui payent avec leurs émotions. Le tome 1 a planté le décor. Dans le tome 2, ce n'est plus le magasin, mais ce sont les coulisses et les mécanismes de fabrication des rêves qui est le sujet central du roman. Car les rêves, on va le découvrir, sont de véritables créations artistiques. Donc cela fait 1 an que Penny travaille à l'accueil du rez-de-chaussée, en charge de l'accueil des rêveurs. Le rez-de-chaussée, ce sont les best-sellers, les rêves primés sur table avec bandeau et verbatine. Le premier étage, les rêves de souvenirs. Le troisième, les rêves de sieste. Le 4e étage, les rêves en solde. On va l'accompagner dans le quartier des producteurs où se trouvent toutes les compagnies de production des rêves et visiter une sorte de Hollywood studio de l'industrie onirique, rencontrer des créateurs et assister aux réunions éditoriales. Les choses vont se compliquer lorsque Penny va lever le voile sur la part d'ombre d'une industrie qui ne donne pas satisfaction à tous les rêveurs. Elle va découvrir le service des réclamations des particuliers, une sorte de bureau des plaintes pour rêveurs insatisfaits, car certains clients fidèles ont cessé tout bonnement de se rendre au Grand Magasin des Rêves. Penny va se plonger dans les dossiers de plainte, mais en réalité, elle va se plonger dans le cœur et les aspirations secrètes des rêveurs et développer une compréhension plus profonde de la nature humaine. On retrouve tout ce qui faisait le charme du tome 1, à savoir que la magie ne s'explique pas, mais est rationalisée par la romancière qui ne s'interdit aucune invention. Le roman joue du décalage entre le monde merveilleux des rêves et la réalité toute pragmatique de l'économie de marché, où les rêveurs sont des clients à rentabiliser et les rêves des produits à promouvoir. Et ce qui fait plus particulièrement la réussite du tome 2, c'est la gravité psychologique, la profondeur. On va vraiment interroger le mal-être derrière le rêveur malheureux et c'est pris au sérieux. Ce réalisme magique est aussi très ancré dans le malaise contemporain, où les rêveurs sont pressurisés par des injonctions à la productivité et à la réussite. Et puis, ce que développe aussi l'autrice, c'est l'idée que si les créateurs de rêves guident l'imagination du rêveur par leur scénario, le rêveur imprime toujours au rêve sa propre empreinte en combinant des images, des idées, des souvenirs. Et c'est ça le super pouvoir des rêves. Ils permettent non seulement de s'évader de la routine, mais aussi, parfois, de s'en émanciper, en orientant désirs et décisions d'une manière imprévue, pour le meilleur et pour le pire, mais je vous rassure, souvent pour le meilleur. C'est un roman convaincant et drôle, terriblement original, avec juste ce qu'il faut de profondeur et de gravité. Si je devais le résumer en une phrase, je dirais que c'est un voyage de Chihiro coréen pour les adultes qui ont envie de continuer à rêver.
En septembre, c'est un roman japonais de Murata Kyoko qui s'intitule Quand dansent les oiseaux et qui a reçu le prix Tanizaki en 2019. Le roman raconte l'histoire de 3 femmes. Il y a Io, 92 ans, et Someko, 88 ans, qui sont des hamas, des plongeuses en apnée, qui vivent seules sur une île minuscule à l'extrême frontière occidentale de la mer du Japon. Et puis il y a Umiko, 65 ans, la fille d'Io, qui vient rendre visite à sa mère sur son île. L'île s'appelle l'île de longue vie et a connu le sort de la plupart des îles isolées japonaises. Elle s'est dépeuplée peu à peu et l'industrie de la pêche s'est tarie. Il ne reste plus que des cabanes de pêcheurs abandonnées et Io et Someko comme seules habitantes. Les 2 femmes pratiquent toujours la plongée, cultivent leurs propres légumes, pêchent leurs propres poissons et font la sieste au soleil. Leur vie est intimement liée à leur île natale, sur laquelle elles vivent comme 2 Robinson. Point important, on mange très bien dans ce roman. Du crabe frais sur les rochers, des oursins au couteau, on fait griller de la sèche en tempura sur la plage, on prépare du riz au poulpe. Si au début du roman, Umiko est d'abord déterminée à emmener sa mère avec elle, au fil des semaines, Umiko se retrouve incapable de quitter l'île sur laquelle elle a grandi. En fait, elle va entreprendre une redécouverte d'elle-même en vivant auprès des 2 plongeuses. Elle va se laisser purifier par la beauté de l'île qu'elle va explorer, et comme les 2 vieilles dames, elle va devenir attentive aux présences invisibles. Ce que j'ai trouvé de plus beau dans ce roman, c'est ça. Sur leur île déserte, les 2 femmes entretiennent un merveilleux dialogue à mi-chemin du rêve et de la réalité. C'est d'abord un dialogue avec la nature qu'elles aiment profondément. Les 2 vieilles dames font la danse des oiseaux, un rituel pour éloigner les typhons et se protéger des tempêtes. Il y a aussi la croyance selon laquelle les pêcheurs ont des ailes cachées et se changent en oiseaux pour échapper au naufrage. Il y a une sorte de shintoïsme et d'animisme diffus qui irrigue tout le récit. En fait, ce roman abolit toutes les frontières. La frontière entre la mer et le ciel qui s'estompe parce que le bleu ne fait plus qu'un, et surtout la frontière entre les vivants et les morts, car les 3 femmes ont toutes perdu quelqu'un, un mari, un frère, un père, et elles vivent avec le souvenir omniprésent de tous ceux qui sont morts en mer. Elles plongent à la recherche d'ormeaux, d'oursins, mais elles vont en réalité à la rencontre des âmes des disparus. Tout est fluide. Sous l'eau, on entend parfois les voix des bateaux fantômes, les voix des noyés, des âmes qui n'ont pas pu s'envoler. Ce roman, c'est plusieurs choses. L'histoire des petites îles dépeuplées du Japon, avec les défis sociaux, les enjeux de frontières et de migration qu'elles soulèvent aujourd'hui. Mais c'est surtout un hymne éblouissant à la mer et au ciel, aux oiseaux, à la nature et à la solitude. C'est un roman très littéraire, extrêmement bien écrit et porté par un vrai souffle poétique. Et si je devais le résumer en une phrase, je dirais que ce roman est le tableau magnifique de 3 Robinson, intensément vivantes, avec leurs croyances et leurs coutumes, qui appartiennent à un temps déjà révolu. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes vraiment heureuses au Pérégrine de faire notre retour à la littérature cette année avec le 3e roman de Virginie Noir, Et brûlent les enfances. Si les 2 premiers, Le corps d'après et La nuit infinie des mers, étaient très autofictionnels, Virginie Noir fait vraiment un bond littéraire et romanesque avec ce 3e roman, dans lequel elle propose de poser un regard sur ces enfants qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. Et brûlent les enfances, c'est un roman sur les enfances abîmées, les enfances cabossées, les enfances blessées, et sur les plaies causées par des familles dysfonctionnelles, et sur la difficulté de vivre avec. C'est aussi un roman sur la famille, avec ses joies, ses peines, ses rires, ses larmes, et parfois ses drames. Ce roman s'ouvre sur le quotidien et la famille d'Annick. Annick, c'est une sorte de mère courage, qui est entourée de sa fille aînée, Alice, et de ses 2 petits frères. Annick va tomber amoureuse d'Adama, le beau-père, qui rejoint la famille, et très vite de l'arrivée de la petite sœur, Marie, une petite sœur tant attendue. S'ouvrent alors des scènes de joie familiale, de liesse, de complicité, de bonheur, mais très vite une sorte de silence, de lourdeur un peu sourde s'insinue, et puis c'est le silence avant la violence. Ce qui nous a vraiment plu dans le roman, c'est le point de vue d'énonciation de la narratrice, Alice, la fille aînée, qui est une petite fille très touchante. Elle revient sur son enfance avec tous ces moments de joie et de bonheur, et puis sur son adolescence, beaucoup plus difficile, avec ce silence qui s'installe et cette violence qui s'insinue et qui va tout abîmer dans leur famille. Choisir de la faire parler, c'était éviter tout point de vue caricatural ou surplombant, puisque c'est vraiment elle qui s'interroge sur la façon dont sa famille a pu exploser et où ce drame a pu arriver. L'autre chose qui nous a beaucoup plu, c'est cette narration sur le fil, avec cette tension toujours palpable, portée par une écriture aussi poétique que percutante. C'est un roman aussi amer que sensible sur les origines de la violence et sur l'impossible insouciance de ses enfances. Ça a vraiment été une claque pour nous au Pérégrine. C'est un texte qui nous a toutes beaucoup touchées
Et seule la force de la littérature pouvait évoquer ces enfances brisées avec une telle justesse. J'espère vraiment que vous serez nombreux à lire et à aimer ce texte, et je vous en remercie. L'armée des frontières de Paul de Brancion s'appuie sur des faits historiques méconnus et presque inimaginables qui se sont déroulés durant ce que certains ont encore du mal à appeler la guerre d'Algérie. Il s'agit de l'exfiltration, par les services secrets de la RFA, de légionnaires de l'armée française, principalement d'origine allemande. Cette exfiltration se déroulait à la frontière marocaine par la fameuse armée des frontières, l'armée du FLN. L'affaire porte sur quasiment 4000 hommes, ce qui révèle l'ampleur de ce conflit secret qui a opposé, durant cette période, la France et l'Allemagne de l'Ouest. À partir de ces faits historiques, Paul de Brancion imagine un personnage fictif, Issa Walter, né d'une mère algérienne et d'un père ancien dignitaire nazi. En 1958, il est recruté par un réseau allemand de soutien au FLN. Tout d'abord surpris, il va accepter cette mission et l'accomplir avec zèle et talent. La nuit, il se rend dans les bars pour traquer les légionnaires et tenter de les convaincre de déserter. Ça, c'est la part active du personnage, car il est sous couverture, une couverture inoffensive, puisqu'il enseigne à des enfants de Béchar les sourates coraniques. Tout au long du roman, le lecteur alterne entre un roman d'espionnage et d'action, véritablement haletant et plein de rebondissements, et une dimension plus spirituelle qui accompagne l'enseignement des sourates coraniques et qui permet de déployer une poésie très singulière. Alors on a un agent sous couverture, un roman double. On voit bien que Paul de Brancion n'aime pas les frontières trop rigides. Il joue avec les codes romanesques et utilise sa plume comme un calame pour décrire des arabesques souples et parfois brutales. Nous allons publier L'Armée des frontières parce que c'est un texte saisissant par sa puissance poétique et en ce qu'il révèle de secrets politiques. Bonjour, je suis Rodney Saint-Éloi de Mémoire d'Encrier. Je suis content de vous présenter le dernier roman de Naomi Fontaine qui fait partie de la rentrée littéraire. Et ce livre s'appelle Ne flanche pas et le titre est en français et en inou et vous allez recevoir ce livre sur votre table. Laissez-moi vous parler de Naomi Fontaine qui est une auteure-autrice dont l'essentiel de ce qu'elle écrit est publié chez Mémoire d'Encrier. Vous connaissez sûrement Kwesipan. Kwesipan veut dire en langue inou. Et c'est à mon tour de raconter mon histoire. Donc, dans Ekachate et Ne flanche pas, et Naomi Fontaine parle de son histoire. Naomi Fontaine raconte à son tour son histoire. En fait, c'est une histoire de violence, c'est une histoire coloniale. Et comment elle a procédé? Elle a interrogé toutes les vieilles femmes, tous les vieux monsieur de la communauté. Donc, elle a réuni tous les aînés, elle a rassemblé leurs paroles et ça devient une écriture très fragmentée. Et à l'intérieur de ces fragments, qu'est-ce qui fait la couture? C'est elle raconte la vie de sa maman, elle raconte la vie de sa famille. Donc c'est un livre, c'est un roman hybride où on trouve beaucoup la mémoire de ces communautés dites Innu, de ces Premières Nations qui ont été colonisées, qui ont été violentées. Et ce qui est un bonheur dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. Donc je vous recommande ce roman merveilleux et qui va sûrement résonner pendant la rentrée littéraire 2025. Merci à vous et prenez bien soin de vous et prenez bien soin de ce livre et ne flanche pas et vous surtout ne flanchez pas. Merci. Bonjour, je m'appelle Yara El-Gadban, je suis éditrice chez Mémoire d'Encrier et je suis très heureuse de vous présenter l'un des 2 titres de la rentrée de Mémoire d'Encrier, Les Déterrés
par Katia Belkhodja. C'est un roman qui nous raconte en fait l'histoire, la saga d'une famille algérienne. Le roman nous transporte à travers 5 générations entre l'Algérie, la France et le Québec. Et c'est raconté du point de vue d'une jeune femme qui, elle, depuis le Québec, après avoir fui la guerre civile en Algérie, on lui donne la responsabilité dans la famille, puisqu'elle est écrivaine, de raconter l'histoire de la famille. Et elle raconte l'histoire comme on lave une théière, c'est-à-dire on ne lave pas la théière. Donc elle raconte l'histoire avec toutes ses couches, toutes ses complexités, tous ses paradoxes. Ce qui est très beau dans le roman de Katia Belkhodja, c'est justement le point de vue, le style de l'écrivaine. Elle raconte avec humour, avec intimité, et elle nous transporte avec elle dans sa propre confusion, alors qu'elle essaye de donner sens à une histoire extrêmement complexe, paradoxale. Nous sommes loin, en fait, de ce qu'on voit d'habitude dans les romans sur l'Algérie, qui tendent à mettre l'opposition France-Algérie, Algérie-France. Voilà qu'on a vraiment une histoire qui casse tous ces cases-là et qui fait un pas de côté. On a l'histoire de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, on a le rapport à la langue, le rapport à son héritage amazigh. C'est vraiment un roman de toute beauté qui a paru déjà au Québec avec une réception à la fois critique et du public extraordinaire. Donc nous sommes très 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 heureux de pouvoir vous présenter Les Déterrés de Katia Belkhodja. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marie Herman des éditions Hors d'Atteinte et je vous présente Avec ma tête d'arabe d'Aïda Amara, à paraître le 2 septembre prochain. Aïda Amara est née en France de parents algériens, elle est journaliste, elle a travaillé notamment pour France TV et pour Canal+. Et dans ce livre, elle raconte ce que ça veut dire être arabe en France en 2025, soit 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015. Ce soir-là, elle est en terrasse du Petit Cambodge, un des restaurants parisiens visés par les attentats. Elle se retrouve à l'hôpital pour accompagner un ami qui a été grièvement blessé. Elle est interrogée par la police et la première chose qu'on lui dit c'est « Ne vous inquiétez pas, on sait que c'est pas de votre faute ». Cette phrase et tout le traumatisme qui vient avec ce qu'elle vient de vivre font trembler ses fondations au point qu'elle ressent le besoin d'interroger ses racines et sa place dans cette société. Elle réalise notamment qu'elle est loin d'être la seule dans sa famille, ni la première à être confrontée à la violence armée. Avant elle, il y a eu la décennie noire en Algérie, la guerre d'Algérie, la colonisation. Et toutes ces personnes ont aussi développé des capacités de résilience dont elle a hérité, elle, à son tour, même si elle n'en est pas forcément consciente. Elle raconte aussi son père, qu'il élève seul, puisqu'elle perd sa mère très tôt, et qu'il élève comme une femme libre, émancipée, pleine d'humour et de sens de la répartie. Et donc avec cette position très particulière qui consiste à être associée régulièrement à ses propres bourreaux. Son texte, il est plein d'humour, de finesse, il y a beaucoup d'émotions dedans. Il est vraiment écrit comme un roman avec des souvenirs, des allers-retours vers le passé, et il nous fait ressentir au plus profond ce que ça veut dire de vivre avec une tête d'arabe. Bonjour, je suis Florence Noyer, directrice des éditions Héliotrope, et je suis accompagnée aujourd'hui de France Sérène, notre responsable commercial.
Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui notre premier roman de la rentrée. J'ai ressenti le souffle de ce premier roman en recevant ce manuscrit l'été dernier. Le souffle d'une véritable déflagration. Vous le savez, les éditeurs, les éditrices vivent pour ces moments de grâce autour de propositions romanesques. Ce livre, il a pour titre Implosion et le nom de son autrice, Laurence Floresca Rivard. Retenez ce nom, une jeune Québécoise qui n'a pas encore 30 ans et qui nous offre, avec Implosion, 3 angles de vue pour plonger profondément dans l'histoire de Sébastien que 3 femmes accusent. Dès le début du roman, on est avec la mère de l'accusé qui est complètement effondrée de lire les accusations qui pèsent sur son fils. Nous sommes tellement près de cette femme qu'on a l'impression de sentir son souffle ce soir-là, chargé d'alcool et de désespoir. Le second angle de vue est celui de son meilleur ami. Il se prénomme Charles. Il s'entraîne depuis des années avec le jeune joueur de tennis professionnel. Et Charles est complètement sidéré par la nouvelle. Jusque-là, tout leur souriait. En fait, tout le monde admirait Seb. Il était prévenant avec les filles, généreux avec ses amis. Mais tout à coup, Charles va se mettre à douter, à s'interroger sur son attitude et avec les filles et même sur ses fantasmes et ses relations les plus intimes. Le troisième angle de vue, c'est celui de Clémence, qui est la petite amie de Seb. Elle vivait jusque-là un rêve absolu et plein. En fait, être avec Sébastien, c'est un horizon positif, confortable pour Clem, et quand les dénonciations arrivent, elle ne veut surtout pas abandonner son amoureux. Alors, Implosion, vous l'aurez compris, c'est un roman qui pose des questions et qui est assez solide pour les laisser en suspens. C'est un récit, je dirais, à fleur de peau, porté par des personnages humains, trop humains, profondément liés à l'homme qui est dénoncé. C'est magistral. Je dois vous dire aussi que les premières remontées de lecture sont très enthousiastes. J'espère que de tout cœur que vous partagerez cet engouement de lecture avec nous. Merci et bonne rentrée. Bonne rentrée. Vous allez changer vos croyances négatives par de nouvelles, plus positives. Lorsque ces nouvelles croyances deviennent des convictions, alors les changements commencent à se produire dans votre vie. Je ne vais pas échouer, 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 je ne vais pas échouer. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Sing it, baby. We're going to dance and have some fun. Lire les lignes du métro, c'est un don. On l'a ou on l'a pas, moi je l'ai. Si durant la séance vous n'êtes pas totalement concentré, ou si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Votre subconscient enregistrera de toute façon les phrases positives de cette séance. Bonjour, je suis Adrien Durand, fondateur du Gospel Maison d'édition, qui vous propose depuis 2 ans des titres de fiction et de non-fiction autour d'une contre-culture repensée. Cette année, nous participons à notre première rentrée littéraire avec En finir avec les jours noirs d'Effie Black, une jeune voix britannique qui m'a fait forte impression. Dans ce premier roman, on suit Jessica Milner, une jeune scientifique spécialisée en psychobiologie, qui s'inscrit dans une recherche pas comme les autres sur le suicide.
Comme elle le dit avec malice, si ses collègues tentent de prévenir le suicide, elle, au contraire, tente de prouver que c'est parfois une solution pleine d'empathie. Elle s'inspire en cela en particulier d'une espèce d'araignée qui se donne la mort pour protéger son espèce. Le format du livre est très original puisque de cette façon, on va naviguer en permanence entre une réflexion scientifique, sociétale, politique et sentimentale. On suit donc le parcours de Jessica à travers notamment un événement très important de sa vie, la tentative de suicide qu'elle a réussi à empêcher de son père quand elle avait 4 ans. Elle ne peut alors s'empêcher de se demander quelle aurait été son existence si son père était réellement mort, puisque par la suite il a infligé de nombreux abus à sa famille. Jessica tente aussi de se construire, elle arrive dans la trentaine, elle construit un couple, elle réfléchit à avoir un enfant et elle se demande si elle va réussir à échapper à ses traumatismes. C'est un sujet qui peut paraître grave, mais qui est contrebalancé par l'humour noir typiquement britannique d'Effie Black. C'est un roman de construction et de déconstruction dans lequel on rit beaucoup, mais qui est aussi très émouvant, avec un regard féminin, un regard queer sur la famille, la société et tous les présupposés qui en découlent. Pour vous donner 3 repères un peu sur ce roman, puisque l'autrice est plutôt méconnue, j'ai pensé à la série Fleabag pour son humour décapant, à Sally Rooney pour cette façon de catapulter l'intime et le politique, et puis à Deborah Levy pour cet usage de la non-fiction en littérature. C'est un roman très beau, très émouvant, et j'espère qu'il vous plaira. Avant de semer, fixer une gousse jusqu'à imaginer la plante sous forme épanouie. Depuis toute petite, nous nous entraînons à projeter, visualiser à travers ses cosses jaunes et durcies le devenir, le potentiel, le pouvoir virtuel. Nous les voyons s'ouvrir et libérer leurs dons. Les fèves s'en échapper puis se fondre à leur tour, changer leur matière en force de pouce. Nous voyons tiges et pores de feuilles, espace conquis dans un large rayon, puis floraison, puis grappes de fruits pendants, oblongs, croquants. Nous voyons gonfler sous protection des fèves nouvelles. Voilà, vous avez fait connaissance avec Antoinette Richner, autrice et dramaturge du Jura suisse, devenue également micro-paysanne. Vous la connaissez peut-être d'abord par ses livres, puisque Ma forêt, qui est son 3e roman, est aussi son 11e titre paru. Ou par les prix que ceux-ci ont déjà remportés, le prix Michel Dantan, le Grand Prix de littérature suisse. Ou encore plus probablement par son précédent roman, Après le monde, paru en 2020, qui a conquis plus de 13 000 lecteurs et qui annonçait d'une manière assez troublante les bouleversements que le monde entier allait connaître cette année-là. Alors il nous reste à souhaiter que Ma forêt soit moins prémonitoire. Ce récit à la première personne pourrait en effet se situer pendant l'époque paléolithique, à moins qu'il ne s'agisse d'un avenir très très lointain. En tout cas, on accompagne Senjar, qui est membre de la tribu des Idous, au cours d'une saison estivale. Et cette saison, elle est chaque année particulière, puisqu'elle voit les Idous, qui sont les nomades des montagnes, rencontrer le clan Hux, qui vit en bord de mer afin de se mélanger et de procréer. On va donc découvrir de manière à la fois anthropologique et romanesque, à travers le ressenti de Senjar, les mœurs et les rituels de ces 2 sociétés de chasseurs-cueilleurs, où les questions de la reproduction, de la maternité, de la paternité, des rapports sexuels et amoureux, et du rapport au vivant structurent toute l'organisation sociale. Mais évidemment, cet été-là, rien ne va se passer comme prévu et les partisans du sacrifice humain rituel vont rencontrer la résistance subite de ceux qui veulent l'abolir et qui vont tenter évidemment de renverser l'ordre établi, parmi lesquels on va rencontrer l'ancien amant de Senjar qui s'appelle Hassen, charismatique et maléfique. C'est une sorte de dystopie littéraire, bien sûr, et qui aborde d'une façon incroyablement originale, pour ainsi dire à l'os, des questions très contemporaines. Bref, Ma forêt, c'est un roman politique autant que poétique, écoféministe et cru, mais aussi romanesque, mordant et passionnant. Un livre qui prouve que la littérature nous parle de nous, même lorsqu'elle raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui auraient vécu il y a des millénaires. Un livre après lequel vous ne percevrez peut-être plus de la même façon la viande crue, l'éducation des moins de 10 ans, les rituels de séduction, les menstruations féminines, ni l'usage du point-virgule.
Bonne lecture. Nous avons hâte de parler de ma forêt avec vous et avec Antoinette. Joseph Incardona revient avec son nouveau roman « Le monde est fatigué ». Son héroïne, Ève, est une sirène. C'est une sirène professionnelle qui se produit dans des shows aquatiques tout autour de la planète. Mais la jolie queue en silicone d'Ève cache un terrible secret. En fait, depuis qu'on l'a laissée pour morte un soir au bord d'une route, Ève est une femme brisée. Et maintenant, elle n'a plus qu'une seule volonté, qu'un seul désir, se venger de l'homme qui lui a fait ça. Pour se rendre d'aquarium en aquarium, Ève voyage beaucoup, de Genève à Tokyo, en passant par l'Australie, mais en réalité, on s'aperçoit qu'Ève attend surtout d'être au bon moment, au bon endroit, pour exercer sa vengeance. Et là, vous pouvez faire confiance à Joseph Incardona, ça sera spectaculaire. À travers la quête de sa sirène, Joseph décrit une planète à bout de souffle, épuisée par la pollution, par la surconsommation. Ève parcourt un monde standardisé et artificiel, un monde fatigué par le trop-plein des désirs. Et, face à ce spectacle désolant, Ève la sirène trouve bien peu d'excuses à l'humanité. Roman de la vengeance d'une innocente, comme une sorte de Monte Cristo au féminin, Le monde est fatigué signe le grand retour d'Incardona à la veine tragique, celle de la soustraction des possibles. Il propose ici une relecture brillante, postmoderne façon Cronenberg, du mythe de la sirène. Bonjour, je m'appelle Hala Mourani, j'ai écrit un texte qui s'appelle Les Bestioles et qui paraîtra en août 2025 aux éditions Elisade. Les Bestioles, c'est le nom que donne le personnage principal aux avions qu'il a entendus ou cru entendre juste avant l'explosion du port de Beyrouth qui a eu lieu le 4 août 2020. Ce texte raconte les 4-5 jours qui suivent l'explosion, qui sont un moment de perte de repère, c'est-à-dire qu'on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un instant de traumatisme très fort parce que c'est vraiment la 3e explosion la plus importante au monde en zone urbaine, après Nagasaki et Hiroshima. Donc, on est dans un pays qui est dans une forme d'hébétude, de colère, de tristesse, d'incompréhension. Et c'est vraiment tout cela qu'incarne le personnage principal qui a survécu à ce moment-là, qui tente de comprendre ce qui s'est passé en vain et qui tente aussi de retrouver une forme d'humanité en lui. Il est donc dans une forme de survie permanente. Qui le pousse au bord de la folie, parce que comment ne pas devenir fou suite à un moment pareil. Alors ce texte pour moi est très important parce que je l'ai écrit à un moment où moi-même, sous le choc, avait beaucoup de mal à parler et j'avais perdu mon langage. La seule chose que je pouvais faire, c'était écrire. La deuxième chose, c'est que ce texte, pour moi, est vraiment le témoignage de l'instant, parce qu'il a été écrit en août 2020, et qu'il garde comme une trace mémorielle du moment. C'est donc un témoignage presque historique, mais intérieur. Bonjour, ici Gabrielle Filto-Chiba, en direct du Québec où il neige encore légèrement.
Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous raconter brièvement la grande chance que j'ai de diriger une nouvelle collection aux éditions Des Paysages. Ça va s'appeler Animal au pluriel. Donc, pour ceux qui me connaissent comme écrivaine, j'ai déjà publié en France 4 romans, dont Encabané, Sauvagine, Bivouac et plus récemment Exa. Donc, je suis une romancière, une poète québécoise, mais aussi désormais une éditrice chez vous. Et j'ai le bonheur de donc diriger cette collection au féminin pluriel. Animal, qui est une collection de livres, objets fabriqués avec grand soin sur un beau papier, avec une signature graphique vraiment très belle, très sobre. Mais qui nous parle de nature et surtout de plumes féminines. On va y retrouver des autrices de la relève comme des voix célébrées dans la francophonie, des formats plutôt courts que longs, allant de la nouvelle à la novella, du récit autobiographique à la poésie. Vraiment, ça va être un grand espace de liberté et de reprise de pouvoir. On va ouvrir cette collection avec un titre que je signe moi-même. Donc, ce sera pour le mois d'août de cette année, Louvre en juillet, où je raconte en 12 chapitres les années de vie de ma grande amie Sequoia, qui était déjà au cœur de l'intrigue de mon roman Sauvagine. Et donc, je raconte comment elle et moi, on s'est mutuellement sauvé la vie maintes et maintes fois. Donc, un grand témoignage d'amour entre femmes et faune. C'est au cœur de cette collection. Alors, je vous invite à la découvrir et à nous suivre et à nous écrire parce qu'il y aura bientôt une tournée prévue d'abord pour ce titre-ci et plein d'événements rassembleurs et inspirants. Au plaisir de vous retrouver et merci pour votre fidélité de livre en livre. À bientôt. Nous publions le 22 août Un chien au milieu du chemin de l'auteure portugaise Isabela Figueiredo. Ces 2 premiers ouvrages, Carnet de mémoire coloniale et La Grosse, ont été remarqués et aimés par les lecteurs et par nombre d'entre vous. Ce roman commence comme un thriller, mais rapidement Isabela nous fait basculer dans une histoire de découverte et de construction d'une amitié improbable entre 2 personnages. José Viriato, un homme sans doute dans la quarantaine, qui vit avec ses chiens et qui la nuit récupère les objets abandonnés dans les poubelles, surplus de notre société, les restaure et les revend. Et Béatrice, une femme mûre, sa voisine, mystérieuse et fuyante, surnommée la tueuse. Pour échapper à un passé difficile, chacun vit seul. Un jour, Béatrice tombe malade et Viriato, son voisin, va l'aider. À cette occasion, il pénètre dans l'appartement de sa grincheuse voisine, occupé du sol au plafond par toutes sortes de cartons fermés depuis des années. À son tour, Béatrice découvre l'univers de cet homme solitaire où les chiens sont rois et qui, lui aussi, pour d'autres raisons, accumule les objets les plus hétéroclites. Et ainsi, malgré eux, ils vont se connaître, se raconter et ainsi raconter des histoires. Les 2 vont s'apprivoiser et se comprendre. Entre solitude, intimité et guérison d'un passé douloureux, on suit 2 histoires en une, dans lesquelles chacun de nous peut se reconnaître. Le titre, inspiré d'un poème brésilien « Une pierre au milieu du chemin » de Carlos Drummond de Andrade, évoque l'importance du chien, à la fois dans la vie de l'autrice et dans celle de ses personnages qui évoluent autour de ce compagnon irrésistible qui fait ressortir en nous ce que nous avons de plus humain. Un chien au milieu du chemin est un roman sur la liberté, sur le prix de la liberté, sur l'amour des animaux, sur notre société de consommation qui isole. Encore une fois, Isabela excelle dans les descriptions des rapports humains et des mécanismes sociaux. Un chien au milieu du chemin se termine bien, ou mieux, il se termine sur l'espoir d'un bonheur futur. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que Isabela est une grande écrivaine qui se donne entièrement et très sincèrement dans chacun de ses livres. Et
Elle montre très bien comment la recherche de liberté mène à la solitude, mais elle ouvre aussi la possibilité de trouver dans son voisin un vrai ami, une véritable amitié. Un chien au milieu du chemin est un livre qui n'hésite pas à montrer les zones d'ombre de notre monde pour toutes les raisons citées précédemment. Toutefois, il apporte une touche d'espoir dans les choses simples. C'est pourquoi, en tant que jeune adulte, j'ai eu le sentiment qu'on me tendait une main plutôt que de se limiter aux difficultés. Bonjour, Laurence Gudin des éditions La Baconnière. Je vais vous présenter Les 3 cœurs du poulpe de Raluca Antonescu. Scène d'ouverture. Un gardien siffle son chien, quitte l'hôtel qu'il a surveillé pendant 20 ans. Nous sommes en plein cœur de la nature sauvage des Açores. Ce roman nous raconte l'unique année d'ouverture de cet hôtel et son énigmatique histoire. Pour cela, 3 personnages principaux. Le propriétaire, un père en deuil, sa fille de 9 ans, qui a développé une grande capacité intellectuelle, mais qui manque d'intelligence émotionnelle, et qui est persuadée d'avoir 3 cœurs, comme le poulpe. Et puis, il y a Vicky, la sœur aînée du propriétaire, en rupture avec lui depuis 10 ans, qui est en pleine reconstruction après son divorce. Bonjour, je m'appelle Raluca Antonescu. Dans le roman, nous sommes en 1987 et on va découvrir le Lagoa Palace, un hôtel 5 étoiles qui est le premier établissement qui va se construire aux Açores, un archipel au milieu de l'Atlantique. Il va ouvrir ses portes avec le slogan « Et si vous partiez hors du monde ?» En 87, l'île principale vient seulement d'être reliée au continent par ligne aérienne, ouvrant ainsi son accès au développement du tourisme. Cet hôtel qui se construit sur le haut d'une colline à 1 heure de route de toute habitation est somptueux par tous ses matériaux importés et ses fournitures précieuses et excessives. Pour moi, il est révélateur d'une époque par sa démesure, une forme d'arrogance et le mot d'ordre « tu veux, tu peux ». Évidemment, rien ne se passe comme prévu sur cette île volcanique où règne une météo absolument imprévisible. Dans ce livre, je voulais confronter ce temps instable. Il pleut plusieurs fois par jour, le vent est omniprésent, l'humidité et le brouillard aussi, il y a régulièrement des séismes. Et de l'autre côté, je mets en scène l'immobilisme de cet hôtel, un bâtiment massif en béton brut qui trône comme en haut du monde, et dans lequel résident des personnages qui se retrouvent en vase clos, finalement piégés par le confort et les habitudes. Les 3 cœurs du poulpe est un roman sur la déconstruction, et c'est donc aussi un roman d'émancipation. Kathleen Jamie, c'est la simplicité et la force. C'est la défense du vivant par le silence et la colère. Jean-Christophe Bailly m'a confié aimer ses textes, ce qui n'est guère étonnant. Cairn est le 3e livre en prose que nous publions d'elle. Elle s'assied au pied d'un cairn et se propose de composer le cairn de son existence en empilant les souvenirs, les histoires et les observations. La vie est tout autour d'elle. Les footbassants plongent. On lui envoie un crâne de Curly. Elle retourne au musée d'histoire naturelle de Bergen où la baleine de Cuvier a fait son apparition, exposée avec les sacs plastiques qui l'ont tuée. I'm Kathleen Jamie. I'd like to introduce a new book called Cairn. Now, a cairn, as you know, is a wayside marker. It's a place where you can stop and think. It's a memorial. It's something you might encounter out in the landscape. It's my way of marking a place in my own life. I've just turned 60, so it's a place where I can look forward and look back. And I'd like to tell you that the book's made of, well, not of stones, obviously, but of small pieces of writing. They are notebook entries, micro-essays, prose poems, fragments that are put together in this shape, just to say this is where we are in our lives, where we are amid all these planetary crises, and it's still beautiful. Kathleen Jamie est la grande poétesse écossaise contemporaine, celle qui a été élue Makar, c'est-à-dire ambassadrice de la poésie. Quand on lui demande ce que peut la poésie, elle répond « Il ne faut pas de voix poétique, il y en a trop. Il faut écouter. It's all about listening. » Écouter qui parle à qui?
écoutez les scientifiques, écoutez entre les lignes. Et, comme elle le dit à la fin de son introduction, il est temps de partir vers ce qui doit advenir. Bonjour, je suis Manon Viard, éditrice aux éditions de l'Aube et je viens vous parler de Fleur de nuit, le nouveau roman de notre autrice ghanéenne Pissazo Médié, traduit de l'anglais par Benoît d'Auvergne. Dans Fleur de nuit, Pissazo Médié nous raconte l'histoire de deux cousines nées le même jour, Akorfa et Selassie, absolument inséparables, jusqu'à ce que vers l'âge de 10 ans, leur destin s'éloigne. Akorfa part vivre à Accra, la capitale, avec ses parents où elle aura accès aux meilleures écoles privées du pays, quand Selassie voit sa mère mourir en couche et se retrouve expédiée par son père pour vivre avec sa grand-mère. À partir de là, l'histoire nous raconte les deux destinées de ces deux personnages, d'abord donc enfants, puis jeunes femmes avant de devenir même mères de famille à leur tour. Et c'est à la fois le Ghana contemporain qui nous est raconté, l'Amérique aussi, avec le personnage d'Akorfa qui arrive à accéder à une université américaine et qui va se retrouver confronté au racisme, mais aussi les violences sexuelles au sein d'une famille, mais aussi les secrets de famille et surtout, peut-être ce qui est le plus subtil, c'est-à-dire la perception qu'on a, chacun de là où on se trouve, d'une même histoire, d'un même événement, et qui, quand on arrive à se saisir du regard de l'autre, prend une toute autre dimension. C'est ça que nous raconte Pissazo Médié, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément des gentils et des méchants, que dans une même famille, on peut simplement avoir des ressentiments, des douleurs qui sont peut-être mal entendues et mal comprises par notre entourage, et c'est un des points importants, je crois, du roman. Et il y a aussi l'idée que, quelles que soient finalement les cartes avec lesquelles on démarre dans la vie, on peut s'inventer, se réinventer, se reconstruire, et il y a quelque part un message assez porteur d'espoir dans ce texte qui fait du bien, surtout en ce moment. Voilà, j'espère que ce texte vous plaira et je profite de l'opportunité qu'il m'est donnée de vous parler, de dire un simple mot de Black River, notre polar de la rentrée, de l'autrice indienne Nilanjana Roy, qui est notre gros enjeu polar du deuxième semestre 2025. C'est une histoire d'une petite fille qui va voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et qu'on retrouve pendue quelques heures plus tard. À partir de là, c'est une course contre la montre qui s'engage pour que la police locale arrive à trouver qui est responsable de cet acte particulièrement sordide. C'est du super bon polar avec une enquête menée tambour battant et en même temps, c'est un portrait au vitriol, sans complaisance mais sans cliché non plus, de la société indienne contemporaine. C'est vraiment juste génial. Voilà, écoutez, j'espère que ces deux textes vous plairont et je vous souhaite une très belle rentrée. Merci beaucoup. Bonjour, je vous présente le premier roman qu'Asphalt publie le 22 août, Un été contraire de Pauline Vetter. Donc, dans ce roman, nous suivons Jolan, un jeune Français d'à peu près 25 ans, qui arrive dès les premières pages à Pittsburgh aux États-Unis. En fait, il vient retrouver ses 3 anciens meilleurs amis de lycée, qu'il n'a pas vraiment revus depuis. Ils vont tous les 4 séjourner dans un bel appartement situé dans une résidence luxueuse, très américaine, avec une belle piscine, des barbecues libre-service, un lobby tout équipé, des distributeurs de soda un peu partout, une climatisation incessante. Et dans ce cadre qui aurait pu être parfait, qui aurait pu donner lieu à des retrouvailles entre amis, les choses ne vont pas vraiment se passer comme ils l'espéraient. Il y a une tension palpable qui se met en place très très vite. Les relations entre ces 4 garçons sont très ambiguës. L'ennui va primer, l'évitement, la promiscuité va régner en maître.
Donc, pendant cet été, pendant ces 6 semaines, finalement, les 4 garçons ne vont pas réussir à renouer cette amitié. Ce n'est pas le roman d'une amitié, c'est le roman de la fin d'une amitié. Et le lecteur va comprendre qu'ils sont tous les 4 liés par un drame qui a eu lieu pendant leur année de terminale. Et on va très vite comprendre qu'en fait, leur amitié ne va pas pouvoir s'en remettre. Donc c'est un roman sur une tranche de vie, c'est 6 semaines, un été étouffant. Le ciel tourne à l'orage constamment. Le lecteur attend que ça craque, que la foudre se déclenche. C'est un roman très sensoriel, porté par une écriture minimaliste, épurée, voire clinique. Et tout ça, ça crée une intensité émotionnelle remarquable. Pauline Vetter a 27 ans, elle a grandi en Alsace, elle habite aujourd'hui du côté de Bordeaux. C'est vraiment une voix à découvrir qui va vous marquer. Bonjour, je vais vous présenter De rares nuages, qui est le nouveau roman de Jean-François Dupont. Alors c'est un auteur qu'Asphalt a déjà publié par le passé avec Villa Wexler et L'échappée. Alors cette fois-ci, Jean-François Dupont s'inspire d'un fait divers réel, la collusion aérienne qui a eu lieu à l'été 2002. Un homme qui a perdu sa femme et ses enfants dans ce crash a retrouvé l'identité du coupable, qui est un contrôleur aérien qui a commis une erreur humaine. Donc il retrouve son identité, il arrive chez lui, il le tue. Ça, c'est pour la réalité. Le roman commence, nous suivons Simon, qui est un architecte de 40 ans lyonnais, qui perd également son épouse et ses 2 enfants dans un crash aérien. Également, il retrouve l'identité du coupable. Il a en tête de le tuer, il prend un poignard, et quand il arrive chez lui, il se retrouve face à une loque humaine, complètement écrasée par les médicaments, l'alcool et la culpabilité, bien sûr. Simon va pénétrer dans ce foyer, il va poser le pied et se faire aspirer par cette famille, lui qui n'en a plus, par l'épouse Daphné qui essaye de faire tenir la famille ensemble, et par les 2 adolescents. Simon va changer très vite ses plans. Au lieu de tuer son bourreau, il va vouloir faire exploser cette famille de l'intérieur. Donc c'est un roman d'une justesse psychologique assez troublante. Jean-François Dupont a une écriture très pudique, très élégante. C'est un roman qu'on lit du début à la fin, la gorge serrée.
Pour la sortie du 3e livre d'Arnaud Maizetti à l'Arbre Vengeur, nous avons imaginé 3 couvertures parmi lesquelles il convient de choisir la plus pertinente. Pour cela, nous faisons appel à votre concours. Vos fauteuils sont munis d'un boîtier qui vous permettra de distinguer votre préféré. Ce nouveau roman de l'auteur de Saint-Just et des Poussières ambitionne de composer la biographie d'une ville mythique pour en percer les mystères et les fantasmes. Il a voulu approcher toutes les légendes qu'elle a engendrées et comprendre la malédiction qui perdure. Longtemps après l'abandon de son site, on continuait toujours de recourir à ce nom, Babylone, pour désigner bien autre chose. Mais quoi ? Il tente de répondre à cette question depuis le récit de sa naissance, traquant les traces de cette ville qui se trouve quelque part encore sous les dunes d'Irak, dans lesquelles l'ont tant cherché, en vain, les explorateurs qui n'y ont trouvé que des fragments de tablettes, des ruines, du sable et leurs morts. C'est un peu le projet fou et ambitieux d'un auteur qui se confronte à l'origine de l'écriture pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui. Your numbers don't add up on the blow. That was 10 years ago. If you know, you know. Yeah. If you know, you know. If you know, you know. This thing of ours, oh, this thing of ours. A fraternity of drug dealers ringing off. I just happen to be alumni. Too legit, they still looking at me with one eye. The company. Mes petites morts, c'est l'histoire de François, journaliste sport, qui essaye de renouer avec la boxe comme si c'était son ex. Il tourne autour du ring, ziote, écrit des articles, sans réussir à reprendre les rênes de son glorieux passé d'ancien boxeur. François n'arrive plus à faire le premier pas. Même une droite, un crochet, il galère. C'est pas les étoiles dans les yeux qui lui manquent depuis qu'il se prend de sévères beignes de Jean-Louis Strigaud, futur champion fraîchement arrivé recruté par le coach. Une poule aux odeurs tziganes de 2 mètres de haut qui vit dans une caravane en périphérie de la ville. Parce qu'entre le ring et les bouquins, il n'y a que les gants à retirer, on rencontre aussi Macho Man, dont les derniers livres à succès remontent à l'époque du noir et blanc. Tom, ancien peintre affiché au Beaux-Arts Magazine, fraîchement reconverti en branleur professionnel, qui squatte le canapé du daron en sirotant des perlembours Lidl. Bref, des galériens de première. Vous les appelleriez ratés, branquignoles. La boxe les relie tous. Ils ont chacun leur ring. Un tableau à 4 coins où le peintre est enfermé, un livre à 4 coins où l'écrivain est enfermé, leur passé. Dans Mes petites morts, Frédéric Roux crache le protège-dents et répand sa gouaille. Ce livre, à la respiration sifflante, cousu comme une arcade pétée, vous fera goûter à la ferraille et aux gants de boxe sans jamais vous tuméfier le visage. À l'arrière d'une zone commerciale, sur une aire de repos, à la lisière d'une forêt, j'arpente ces territoires méconnus et refoulés, parfois loin des grandes villes, autour de chez moi, dans l'ouest de la France. Ce sont les lieux de drague. En France, on en compte presque autant que de supermarchés et 5 fois plus que de McDonald's.
Des hommes, de tous milieux et de toutes origines, s'y retrouvent et partagent le secret d'une sexualité cachée de tous. Ils sont mariés, hétéros, homos, pères de famille. Tels des ombres, ils dépassent les catégories et les injonctions pour explorer leurs fantasmes, faire des rencontres, sortir du quotidien et devenir quelqu'un d'autre quelques minutes. Ils ouvrent un monde de l'envers aux possibilités infinies. À la fois architecte et auteur, j'ai souhaité Tu cherches quoi comme un espace libre où chacun pourrait exprimer la complexité de ce qu'il a à dire. La forme d'une collection de récits, de portraits en monologue, vient de cette nécessité d'accueillir la diversité et parfois le paradoxe. Adressé à un enquêteur invisible, les témoignages de ces hommes anonymes se succèdent et fascinent. Chaque chapitre porte le nom d'un narrateur. Bref, subjectif, cru, provocateur parfois, chacun raconte sa pratique des lieux, son initiation, au travers des peurs, de l'excitation, des sensations contradictoires et des imaginaires. Notre parution de la rentrée littéraire, c'est Launäs les glaces de l'auteur Jean Krug. C'est un roman tiré d'une histoire vraie, celle d'un Suédois, Orto Nödjenskold, je suis désolé pour la prononciation, qui va essuyer un refus en fait pour mener une expédition officielle, mais il va décider d'y aller quand même. Il va prendre une ancienne baleinière, il va embaucher dans la marine nationale, il va embaucher des jeunes scientifiques tout juste sortis de l'école, et il va décider de partir à la découverte de l'Antarctique pour cartographier ce continent qui est un peu la dernière terra incognita de l'époque. Et sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Quand le roman commence, ça fait 9 mois qu'ils ont hiverné en Antarctique, ils arrivent au bout de leurs ressources, et le navire qui doit revenir les chercher, en fait, retrouve le bras de mer par lequel ils sont passés à l'aller, complètement pris dans les glaces, et doit donc contourner une partie du continent pour aller chercher l'équipe scientifique. Mais pour les prévenir, en fait, ils vont laisser au sol sur le continent 3 hommes pour donc prévenir les membres l'équipe scientifique. Et voilà notre équipage du coup divisé en 3. Ce que j'aimais dedans, c'est que l'auteur, qui est lui-même guide en Antarctique, chef d'expédition en Antarctique, va nous faire vraiment ressentir le froid. On va suivre l'histoire de 3 de ces hommes, un dans chaque groupe, et à qui il va arriver en fait plein de tuiles et pas des petites. Mais au bout du compte, en fait, on a vraiment un roman assez positif, puisque un seul homme va trouver la mort dans cette histoire, et on va avoir des hommes vraiment confrontés à des situations impossibles. Donc voilà, c'est vraiment un roman pour ceux qui aiment l'aventure, pour ceux qui aiment les romans de survie, et qu'on vous encourage à découvrir et à nous demander sous la forme d'un service de presse. J'ai le plaisir de vous présenter Le ministère des rêves de Momchil Milanov, traduit du bulgare par la formidable Marie Vrina, à paraître le 22 août aux Argonautes. Imaginez une capitale à l'est de l'Europe, en hiver, grise, figée, et dans son ciel un immense ballon dirigeable, silencieux, inquiétant. C'est ainsi que commence Le ministère des rêves, un premier roman aussi poétique que saisissant qui nous plonge dans l'esprit d'un enfant alors qu'un régime autoritaire prend lentement le pouvoir. À Greystadt, les adultes semblent dépassés par les événements. Même le directeur Stern, ancien ambassadeur au ministère, est comme paralysé par la complexité des choses. Mais c'est son fils, le jeune Stern, 8 ans, qui ressent le danger de tout son être.
Son père ne fait que passer entre ses voyages et son travail au ministère. Quand sa grand-mère adorée, Babazou, elle aussi, l'abandonne, Stern n'a plus personne. C'est donc tante Emma qui le garde, mais Stern remarque tout de suite qu'elle essaie bien trop de lui plaire et que, malgré ce qu'on lui dit, quelque chose ne va pas du tout à Greistadt. C'est peut-être pour cela que la nuit, il est convoqué au ministère des Rêves. Le jeune Stern serait-il le seul à pouvoir mener le combat secret contre le mystérieux baron Nulde qui s'apprête, avec son ballon dirigeable, à arrêter les générateurs de songes? Entre contes initiatiques, fables politiques et évasions oniriques, ce roman est avant tout un hommage lumineux à l'imaginaire, comme dernier recours face à la montée des autoritarismes. Écrit dans une langue d'une grande élégance, le ministère des Rêves touche droit au cœur. Par la finesse de son regard d'enfant, sa richesse symbolique et sa capacité à nous faire entrevoir une issue quelque part au-delà du réel. Pour nous, aux Argonautes, il s'agit d'une révélation littéraire, d'un voyage dans l'imaginaire à ne pas manquer pour cette rentrée. La rentrée littéraire 2025 au Vent des Îles, Le Pacte des Baleines. Witihi Maïra est un auteur phare du Vent des Îles. Après Bravoure, sorti l'an dernier, nous sommes heureux de publier la suite haletante de La Baleine tatouée, Le Pacte des Baleines, dans lequel l'auteur nous embarque avec sa plume espiègle. Ce roman traite de deux histoires interdépendantes qui se répondent, celle des cétacés, celle des humains. Un groupe de baleines entreprend sa migration annuelle de l'Antarctique à Rurutu, une île de Polynésie française, et lieu protégé où les femelles mettent bas. Mais leur chef, Meturaa, l'ancien mâle tatoué, sénile, il faut dire qu'il a plus de 10 siècles, refuse de quitter les glaces. La seule force capable de le convaincre est un être humain, le descendant ou la descendante du chevaucheur de baleines. Terni, un jeune guerrier baleine, qui préférerait qu'on arrête de l'appeler Darling pour faire plus sérieux, part à sa recherche. La seconde histoire est celle de ce descendant, Teva. Il est originaire de Rurutu, mais il a grandi à Marseille, et il est apprenti acrobate. Accompagné de son entraîneur, il va rejoindre son grand-père, Tupei, célèbre navigateur aux étoiles, à Rurutu, où il doit faire des recherches pour leur prochain spectacle de cirque, basé sur les mythes polynésiens. Comprenant que Teva est le nouveau chevaucheur de baleines, Tupei l'emmène en Antarctique, en passant par la Nouvelle-Zélande, avec 2 autres pirogues pour aider au retour des baleines. Après de nombreuses péripéties et obstacles, changement des repères de navigation des baleines dû au réchauffement climatique, surpêche de plancton, conditions polaires insupportables, folie d'un collectionneur milliardaire déterminé à dépecer Meturaa pour récupérer sa peau tatouée, les navigateurs polynésiens parviennent à ramener la tribu des baleines à Rurutu. Ce roman invite à regarder la nature autrement, à travers le prisme des mythes créateurs maoris. Witihi Maïra s'amuse et nous amuse, car il a l'art d'aborder les grands sujets, écologiques, métaphysiques, avec humour, et, comme il l'avoue, avec l'aide de l'IA, l'intelligence ancestrale.